Et maintenant, donc, nous allons accueillir donc Madame Carpentier et Monsieur Dutèche qui vont intervenir sur comment soutenir l'attachement pour garantir le développement. Bonjour, donc je suis pédopsychiatre, j'interviens sur une unité de soins précoces pour tout petits et sur un hôpital de jour qui accueille des petits à partir de 18 mois, 7 ans, des enfants qui ont soit des troubles relationnels graves, soit des pathologies de l'attachement sévère. Et c'est à ce titre que je vous propose d'intervenir. Je remercie Madame Ramel de nous avoir invités parce que c'est avec gravité que je fais ce propos aujourd'hui, car je considère que les problématiques d'attachement sont tout à fait méconnues et qu'un certain nombre de nos dispositifs les aggravent au lieu de les prévenir. Voilà. Je voudrais vous donner quelques petits chiffres. Une étude a été faite à Paris sur les adolescents hospitalisés en psychiatrie. C'est pas rien, hospitalisés plein temps en psychiatrie, que ce soit pour des troubles dissociatifs, c'est-à-dire une entrée dans la schizophrénie, que ce soit pour des psychoses maniaco-dépressives, que ce soit pour des états limites. Selon les études, il y en a eu 2, 85 à 97% des adolescents présentaient également un attachement insécure. Voilà. Je veux dire, ce chiffre en soi révèle la gravité du problème. Autre chiffre qui est tout aussi effrayant. Une étude vient d'être faite sur les devenirs des jeunes adultes qui ont été placés, aide sociale à l'enfance. Un tiers donne des adultes complètement désinsérés et marginalisés. Un tiers donne des adultes extrêmement fragiles dont les enfants probablement devront être suivis avec des troubles sérieux et un tiers simplement tiennent à peu près la route. Face à des chiffres aussi effrayants, nous ne pouvons qu'interroger nos dispositifs. Donc je vous propose déjà un peu de revenir sur ce qu'est l'attachement parce que je crois qu'il est attaché, on peut entendre il a été attaché à sa famille d'accueil uniquement parce qu'il les aimait bien, par exemple. Voilà, l'attachement, c'est pas simplement bien aimer. Qu'est-ce que c'est l'attachement ? Et après, je vous propose simplement quelques petites pistes de réflexion. D'une part, sur les modes de garde habituels des enfants, puisque là, tout le monde a une case à cocher. Un exemple simple. Actuellement, quand sur notre unité de soins précoces, on voit qu'une famille ne va pas bien, qu'elle ne tient pas la route, maman est complètement effondrée. Voilà, mais elle est seule avec cet enfant, elle n'a pas relais. On demande donc une crèche. Mais non, elle n'est pas prioritaire. Nous n'aurons pas droit à la crèche. Et donc cet enfant va se confronter à sa mère déprimée avec une halte garderie, 2 matinées par semaine, 2h30. Bon, ben voilà. Ça, si ce n'est pas un exemple frappant de ce qu'il ne faut pas faire et qu'on peut tous agir, bon. Et puis, je peux vous en donner des tas d'autres. Je vous donnerai les 2 dernières situations tout à l'heure. Donc, on va parler d'abord des modes de garde habituels, à la fin du propos sur l'attachement. Et après, je voudrais revenir sur l'ASE. Et je vais vous raconter les 2 dernières histoires des enfants qu'on vient d'hospitaliser. C'est une hospitalisation de jour en urgence sur mon dispositif, parce qu'elles sont tellement édifiantes qu'elles amènent vraiment à réflexion. Donc, qu'est-ce que c'est l'attachement déjà ? Alors, l'attachement, ça concerne en fait toutes les espèces, et des expériences ont été faites, vous le savez, sur les singes et sur les oiseaux. C'est des éthologues qui ont d'abord fait ces expériences, et ce sont donc des comportements qui permettent la survie de l'espèce. Donc, il repose sur un ensemble de comportements génétiquement programmés. Vous voyez, j'imagine, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque le but, c'est plus de prévenir et d'avoir une réflexion ensemble, comment créer les réseaux et comment politiquement on peut traiter ce propos. Mais vous voyez ces expériences qui ont pu être faites sur les oiseaux, où Conrad était avec des oiseaux, puis s'est aperçu que les oiseaux le suivaient, s'est aperçu qu'en fait, les oiseaux suivaient le premier regard qu'ils avaient rencontré. Donc si c'était leur mère, pourquoi pas, mais si c'était un chercheur, c'était lui qui suivait tout au long de leur vie, ce qui est assez fabuleux. Quant aux expériences sur les singes, elles sont tout à fait intéressantes, puisqu'on a proposé des singes en fil de fer à des bébés singes, voilà. Mais
sur ces singes en fil de fer, il y avait 2 types de singes. Il y en avait un qui avait une fourrure toute douce et toute chaude, et l'autre qui avait simplement un biberon. Et on s'est aperçu que le bébé singe, l'enfant, excusez-moi, préférait le bébé singe qui avait la fourrure. Quand il avait faim, vite, vite, il sautait sur le bébé singe qui avait le biberon et il revenait sur le bébé singe qui avait la fourrure. Autrement dit, ce n'est pas des choses qui sont nécessairement liées et corrélées aux soins primaires. Hein. On en reparlera tout à fait parce que dans les périodes, par exemple, de famine, pour le coup, les petits enfants africains qui sont en période de famine ont des figures d'attachement qui ne sont pas liées aux soins primaires puisqu'ils sont affamés, ces pauvres gamins. Donc le lien d'attachement, c'est génétiquement programmé et ces comportements sont décrits sous forme de 5 systèmes. Les systèmes motivationnels qui se combinent entre eux, soit de façon synergique, soit de façon antagoniste. Alors, si je vous dis génétiquement programmé, c'est parce que jusqu'aux années à peu près 60, on a pensé, selon un peu un modèle psychanalytique dévoyé, que la fonction d'attachement était une fonction de lien qui était sur les soins primaires. Voilà, on répondait aux soins primaires d'un enfant et l'enfant est attaché. Puis on s'est dit, ces travaux sont venus, qui ont démonté en partie la psychanalyse en disant non, non, c'est génétiquement programmé, pour arriver, vous verrez, à un modèle maintenant qui intègre, et comme pour toutes les théories du développement, les 2 choses, génétique et environnement, et via ce que vous a rappelé ce matin M. Schex, souvent l'épigénétique. Donc dans les 5 systèmes qui sont appelés systèmes motivationnels, vous avez premièrement la fonction de protection. La fonction de protection, c'est ce que notre collègue vient de noter tout de suite. On est en système de vigilance et on est en système d'alarme et on fuit. Et voilà. Le système opposé, antagonisme, et le système d'attachement. Fonction de développement des ressources du sujet, vous avez le système d'exploration. On verra que pour pouvoir explorer, un enfant doit pouvoir avoir un havre de sécurité et un attachement sécure. Ce pourquoi c'était rappelé ce matin, il y a malheureusement un abrasement des possibilités cognitives d'un certain nombre d'enfants qui sont en situation de précarité ou de vulnérabilité, et beaucoup, c'est lié effectivement à ces problèmes d'attachement insécure. Un système affiliatif, c'est-à-dire être progressivement avec des pairs, s'appuyer sur eux et se détacher de la figure d'attachement, et un système réciproque qui permet à l'adulte de répondre aux besoins de l'enfant, qui est le système du caregiving, qui est le prendre soin. Alors, le système d'attachement. La finalité du système d'attachement, c'est de solliciter son système d'attachement dans les situations d'alarme ou de détresse. Alors, d'alarme ou de détresse pour un bébé, c'est quoi? C'est externe, en lien avec l'environnement. Il y a trop de bruit, il y a une situation inconnue, il est insécure, je sollicite ma figure d'attachement. Interne, ça peut être une douleur ou une émotion négative qui des fois dure plus que 90 secondes quand même. C'est en fait pour rechercher la sécurité et la proximité, donc c'est l'objectif externe, mais qui va l'amener progressivement à restaurer un état émotionnel sécure qui est un objectif interne. D'accord? Donc, la relation d'attachement, elle est des 2 côtés. L'enfant, lui, en situation de stress, d'insécurité, recherche la proximité et le réconfort. L'adulte offre réconfort et disponibilité émotionnelle. Le comportement d'attachement, c'est donc un comportement qui est destiné à solliciter l'attention de l'adulte. Et bien sûr, l'expression est différente selon les âges. Des tout petits, ils pleurent, ils crient. C'est ce qu'on va appeler des comportements aversifs. L'enfant de 3 à 7 mois, il commence à avoir des vocalisations, des mouvements dirigés en consultation, vous le voyez très bien. Les parents parlent avec nous, l'enfant sollicite ses parents, il commence à avoir des vocalisations dirigées, à soulever son pied, à tendre vaguement sa main vers ses parents.
c'est-à-dire il va les solliciter. Et vers 7-10 mois, dès qu'ils peuvent se déplacer, bien sûr, les enfants se déplacent. L'activation de ces problématiques d'attachement se fait une situation d'alarme ou de détresse qui est, pour des jeunes enfants, c'est simplement alarme détresse, c'est la situation d'inconnu. Bien sûr, extinction, rétablissement de la proximité, vécu émotionnel de sécurité. D'accord ? Donc ça, on le voit très vite en salle d'attente. Moi, j'ai l'habitude, dès que j'ai des enfants qui sont autonomes au point de vue marche, de me tourner vers eux, de m'accroupir. Je dis bonjour aux parents, je dis bonjour à l'enfant, bien évidemment. Je les ai d'abord observés avant, mais on reprendra pour voir comment ça s'est passé, si... je reste d'abord quelques minutes toujours en bord de salle d'attente, voir comment est installé le bébé dans son couffin. Est-ce que les parents sont sur leur tablette sans regarder du tout le bébé? Est-ce que le bébé est tourné vers eux? Enfin, ça nous donne déjà, je vous assure, plein d'indices. D'indices. Et j'invite le bébé à venir vers moi, en lui précisant tout de suite que ses parents viennent. On voit tout de suite les enfants qui viennent avec nous et qui ne se tournent pas vers les parents. Les enfants qui jettent un coup d'œil appuyé aux parents pour s'assurer que papa et maman disent « mais oui, tu viens » et on vient. Voilà. Et ceux qui ne viennent pas, et ma foi, ils ont raison de ne pas venir aussi. Je dois dire que dans ces cas-là, il n'y a que le premier cas qui m'inquiète, ceux qui ne s'assurent pas que les parents les autorisent à venir. Voilà. Donc, évolution. Progressivement, l'enfant qui a besoin de cette figure d'attachement très proche va avoir une diminution progressive de son besoin de proximité du fait de répétition de l'expérience de l'obtention d'un vécu émotionnel de sécurité et bien sûr de l'âge et de l'augmentation des capacités cognitives de l'enfant. Donc on va passer, l'enfant tout petit il a besoin de proximité, l'enfant un peu plus grand il a besoin de disponibilité, donc papa et maman sont dans la pièce à côté mais ils l'entendent, ils parlent, ils disent, voilà, et ils viennent très vite. Et l'enfant encore plus grand, il a besoin d'accessibilité. Vous voyez, bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Les variations les possibilités et les expressions des besoins d'attachement pour un même enfant peuvent varier dans le temps. C'est-à-dire un enfant qui est fatigué, qui n'est pas dans son lieu habituel, bien sûr, va avoir des besoins d'attachement beaucoup plus importants qu'un enfant qui est chez lui, tranquille, un dimanche matin où tout va bien. Donc, le système, je vous ai mis un petit topo sur chaque système pour que vous représentiez. Le système alarme-vigilance, bien sûr, il fonctionne avec le système d'attachement. Il est mis en œuvre devant des indices de danger. Alors pour les petits, ça peut être des mouvements rapides, ça peut être le noir, la solitude, les bruits forts, les situations inconnues, etc. Et ça, c'est beaucoup plus grave devant des vécus de peur. Les vécus de peur ont toujours un risque sur l'homéostasie psychologique et physiologique, et ce, de façon durable. Donc, je dis ça, premier message pour l'ASE, s'il y a eu des vécus de peur et répétitifs, attention, il peut y avoir une inscription traumatique et les visites médiatisées, c'est très bien, mais tant que le traumatisme n'est pas traité, ça va faire que réactiver les choses. Donc, face à ces besoins d'alarme, on déclenche un besoin de proximité. Alors, le système d'exploration, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'un enfant, pour construire son intelligence, doit explorer, faire des expériences. Or, pour explorer, faire des expériences, il faut qu'on soit dans une situation d'un attachement sécure avec un havre de sécurité sur lequel on puisse se retourner. C'est donc, pour s'éloigner, il faut déjà être bien attaché, mais il faut être aussi dans un système où on n'a plus besoin d'être attaché. Donc c'est antagonisme au système d'attachement et de vigilance, et c'est fondamental pour la construction psychique et intellectuelle. Et bien sûr, c'est en lien avec le développement du bébé, sa maîtrise, ses capacités motrices cognitives, la capacité ou pas d'avoir
la permanence de l'objet, l'imitation, sa curiosité, etc. Sachant que naturellement, un bébé est toujours attiré par la nouveauté, les traits complexes dans ses explorations. Et c'est à partir de 7 mois qu'un enfant a des explorations spontanées, de qualité, qui construisent son intelligence. C'est très important parce que vous voyez que dans les milieux dits carencés, et souvent, c'est pas tant qu'on leur a pas proposé des expériences, mais qui ne les ont pas faites, ces expériences. On voit des enfants qui avaient des potentialités, avec le réseau Optimip, on a regardé ça un peu de près, qui avaient des potentialités ordinaires ou peu ou pro-ordinaires à 10-12 mois et qui, à l'âge d'entrer en école maternelle, étaient profondément décalés. Voilà, avec un retard qui sera définitif. Donc c'est vraiment extrêmement important. Le système affiliatif, c'est important pour les âges ultérieurs. À partir de 2 ans, c'est antagoniste au système d'attachement, puisque effectivement, on se détache de la figure d'attachement principale pour pouvoir partager la compagnie des autres. Et bien sûr, ça participe à la sociabilité. Alors, le système côté parental ou de la personne qui prend soin de l'enfant, c'est un ensemble de comportements permettant aux parents ou au substitut parental de répondre aux besoins d'attachement du bébé. Alors, un bébé, c'est jamais trop attaché. Un enfant n'est pas trop attaché, notamment pour l'ASE, à ses familles d'accueil. Il est bien attaché ou il n'est pas bien attaché, mais il ne peut pas être trop attaché. La finalité, c'est le maintien de la proximité physique et psychologique avec l'enfant, avec un double versant, protéger l'enfant qui est plus une imago maternelle. Une figure maternelle, ça ne veut pas dire que c'est la mère, c'est la fonction maternelle, et l'accompagner par l'exploration, qui est plus une figure paternelle. On verra néanmoins que si la figure d'attachement principale est masculine ou féminine, les études montrent que, on n'est peut-être pas tous égaux, mais que ça ne donne pas nécessairement le même type d'enfant, et ce n'est pas les mêmes qualités qui sont plus mises en valeur chez les enfants. La condition, c'est un adulte émotionnellement disponible et surtout en capacité de percevoir et d'interpréter les expressions verbales et non verbales de l'enfant, et non verbales en particulier. Et un enfant peut être en colère parce qu'il a une angoisse d'abandon et pas parce qu'il est caractériel. Donc, dans l'attitude du caregiving dans le temps, 0-3 mois, il faut une disponibilité totale à l'enfant. Non, on ne se fait pas les poumons en criant. À partir de 3 mois, il soutient les régulations émotionnelles et favorise l'exploration. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'adulte ait des réactions prévisibles et cohérentes. C'est-à-dire, on peut ne pas éduquer son enfant de la même façon, mais que l'enfant sache qu'il y a une ligne un peu directrice et qu'il sache ce à quoi il peut s'attendre, éventuellement suivi de correction. Alors, pas de stress épouvantable, on a le droit de se tromper au démarrage 1 fois sur 2. La moyenne, c'est ça, quand on fait des films de famille avec des très jeunes enfants, au démarrage, c'est un jeu de régulation et d'adéquation progressive qui aboutit à la constitution d'un lien sécure pour cet enfant. Alors, bien sûr, il y a plein de facteurs qui influent la disponibilité du caregiving, qui peuvent être liés à la mère, une grossesse difficile, un accouchement traumatique, une participation hormonale, bien évidemment, liée au bébé, c'est-à-dire on a des bébés extrêmement fragiles. Je travaille sur le réseau Optimip des grands prématurés. C'est évident qu'ils ont un attachement insécure dans 60% des cas, ce qui est beaucoup plus, c'est 2 fois plus que la population habituelle. Mais ils ont un vécu qui fait que c'est extrêmement difficile de décoder ce qu'ils veulent, pour les parents aussi de se faire confiance dans leur capacité parentale. Lié bien sûr au contexte, dépression, stress postnatal, stress environnementaux ou interpersonnels. C'est évident que quand son mari vient de décéder, qu'on est seul avec 2 autres petits et qu'on est au chômage, situation récente, le bébé on fait comme on peut. Voilà. Et puis, c'est bien sûr lié au vécu infantile des parents. Et ça, c'est très important. Il y a une étude qui a montré, on dit toujours que les parents qui ne sont pas attachés, qui ont un problème d'attachement, reproduiront un problème d'attachement.
ce qui est en partie vrai, et surtout, alors ce qui est intéressant, une étude a été faite sur comment, on a demandé aux mamans comment elles voyaient l'attachement dont elles avaient bénéficié. Donc la façon dont elles reconstruisaient leur histoire de l'attachement avec leurs propres parents était un facteur prédictif de la modalité d'attachement qu'elles allaient avoir avec leur enfant. Et donc si en anténatal on travaille ça et qu'on les repère et qu'on change et qu'on retravaille les choses avec elles, on sera sur des axes de prévention très importants. Donc c'est pour ça tout à l'heure j'en parlais avec la PMI de Toulouse, hein, voilà, avec Madame Bouillac. Mais il faudrait que ces situations anténatales, on les repère avant parce qu'on sait qu'elles vont faire le lit des problématiques d'attachement. Et en retravaillant les histoires de ces personnes qui sont souvent des histoires dans une inscription traumatique, on arriverait probablement à changer le destin d'un certain nombre d'enfants. Parce que c'est tout à fait une question de destin dont il s'agit, vous avez compris mon propos. Donc au total, je vous le fais court, c'est une constitution progressive d'une base de sécurité qui permet une exploration à travers un attachement sécure. L'enfant s'éloigne, mais revient vers la figure d'attachement en cas de stress. Et surtout, c'est une modalité d'attachement qui est constituée entre 9 mois et 2 ans, et ce, de façon irréversible. Dès que les études montrent que la modalité d'attachement que le gamin aura à 9 mois, c'est celle qu'il aura ultérieurement. On pourra l'atténuer, d'où les soins et dans toute la prévention qu'on peut faire avec l'ASE, mais on ne reviendra jamais 100% en arrière. Alors, quels sont les différents types d'attachement ? Donc, on ne peut pas dire qu'un enfant n'est pas attaché. C'est exceptionnel. Des enfants qui sont complètement ballottés, c'est gravissime et on ne va donc pas apprendre cette petite cas de figure. Un enfant a toujours une modalité d'attachement, mais il est plus ou moins bien attaché. En population générale, dans les pays occidentaux, on considère que 60% des gamins ont un attachement sécure. Voilà, donc on va s'occuper des 40% autres. 40%, c'est déjà pas négligeable. 30% ont un attachement insécure et 10% ont un attachement désorganisé, c'est-à-dire, vous allez voir, qu'il peut être tantôt évitant, tantôt hyper anxieux, ou alors massivement évitant, quand on parle de désorganisé. Donc l'attachement sécure, 60% de la population générale, ce sont des réponses parentales prévisibles et cohérentes, suivies de corrections si elles ne sont pas ajustées. Alors, d'une part, en quoi se manifeste un attachement sécure ? Toujours les 2 points, et ça c'est fondamental, un appel à la figure d'attachement dans les situations de stress pour y trouver un sentiment de sécurité. Donc notamment tous ceux d'entre nous qui voyons pour la première fois des parents avec des enfants, les enfants sont en état de stress. Normalement, ils doivent constamment retourner, appeler, solliciter, même si ce n'est pas de façon bruyante, leurs parents. Ce n'est pas possible autrement. Et deuxième chose, et c'est fondamental, une capacité à explorer le monde à partir de cette base de sécurité. Un enfant est apte à rechercher une position de réconfort à partir de l'âge de 4-5 mois. Alors, comment on voit ? Ce sont des enfants, quand on va dans les lieux de garde, parce que nous, on pose beaucoup la question, on fait tout un travail en ce moment avec le groupe Santé Mentale BB31, donc qui fédère toutes les structures publiques de pédopsie, petite enfance, CAM, CMPP, CMP, etc. Et donc, quand on travaille avec les crèches, comment l'enfant se sépare ? Est-ce qu'il peut être rassuré ? Et comment l'enfant retrouve ses parents ? C'est quand même des questions simples à poser et bien à repérer. Donc, un enfant petit qui se sépare les premières fois, il pleure. Voilà. Mais il peut être consolé. Alors après, c'est vrai que si un enfant qui se fait mal peut être consolé, mais il est consolé plus vite par sa figure d'attachement que par les autres. Mais on va rester sur les signes qui sont faciles. Et puis un enfant qui va bien, c'est un enfant qui fait des explorations. Pas un enfant qui papillonne d'une activité à l'autre, parce que ça, c'est pas une exploration, ou un enfant qui reste sans explorer. L'attachement insécure, c'est 30% de la population générale. Alors, ce sont des réponses parentales mal ajustées, mais
la différence est importante par rapport au désorganisé, mais qui ne suscite pas la peur. Hein, parce que là, on est dans l'attachement désorganisé, et là, c'est vraiment des problématiques graves. Hein, et des parents qui ne sont pas ajustés, mais qui continuent à protéger l'enfant. Donc, en fait, l'attachement insécure, ce n'est pas une psychopathologie, hein, du tout. C'est une modalité d'adaptation de l'enfant et un compromis entre ce que ses parents peuvent lui apporter et ses besoins. Donc, si on a des parents qui ne sont pas là, qui ne sont pas disponibles psychiquement, hein, ce n'est pas que des parents pathogènes. Hein. Je veux dire, la situation dont je vous disais, cette jeune maman qui est veuve, qui avait un enfant de 4 ans, un enfant de 3 ans, qui vient de se retrouver à la sortie de la maternité avec son mari qui se tue en voiture, elle me semblait tout à fait ordinaire, cette maman. Mais la situation est catastrophique, n'empêche. Hein. Bon, hein. Donc elle ne répond pas aux besoins de son enfant. Puis comme elle était prise ailleurs à organiser des tas de choses, le petit a consulté, il était déjà à 12 mois. Hein. Mais bon. Voilà, et ça donne des enfants autosuffisants. Puisqu'on ne peut pas prendre soin de moi, eh ben, je vais essayer de me débrouiller tout seul. Hein. Donc, c'est l'attachement évitant. Hein, c'est 20% de la population. Je dois dire que beaucoup d'enfants qu'on a sur des situations plus problématiques, des mères schizophrènes ou des pères schizophrènes, ont des attachements évitants aussi. Parce qu'effectivement... Hein, donc là, ça signifie par des enfants qui ne protestent pas quand on les confie, voilà, absence de protestation, à la séparation. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a souvent un évitement du contact aux retrouvailles. Hein. C'est un signe extrêmement précieux. Ça. Alors je vais vous dire, récemment, on a fait une IP pour un petit garçon. Il a été placé à la naissance parce qu'en fait, sa maman et son papa se sont rencontrés à Marchand. La maman a disparu dans la nature, on ne sait pas, après la naissance, et le papa, c'est un schizophrène. Et cet enfant a été placé, et le jugement les a rendus avec une injonction de soins. Puisque vous savez bien que le soin fait tout. Avoir les pédopsies 1 fois par semaine, c'est miraculeux. Donc nous voyons cet enfant sur une injonction de soins avec son papa. Au bout de 2-3 mois, on est complètement affolé. Le papa est tout à fait bienveillant, il ne manque pas un rendez-vous. L'enfant va à la crèche, il est parfaitement vêtu, nourri, etc., etc. Sauf qu'il est dans un attachement évitant massif et il commence à avoir un retard de développement tout aussi grave. On a fait un signalement puisqu'on n'arrivait pas à travailler. Voilà, et il y a une MIJ, mesure d'investigation judiciaire. Et sur la mesure d'investigation judiciaire, il était écrit que ce papa était compliant aux soins, c'est vrai, que tous les soins primaires étaient assurés avec beaucoup de rigueur, c'est vrai, que les vaccins étaient faits, c'est vrai, et donc tout va très bien, Madame la Marquise. L'enfant n'a pas été replacé, hein, et tout ce qu'on a obtenu, c'est une rupture du service de soins, évidemment. Et oui, puisque nous étions les méchants. Et je peux vous assurer, ma main a coupé, que dans 2-3 ans, l'état de cet enfant sera catastrophique. Voilà. Donc ça, et pourtant, s'ils avaient regardé les critères, ces critères-là, il était, mais massif. Voilà. Donc un critère tout simple. Hein. L'attachement résistant, c'est souvent des parents imprévisibles ou anxieux. Dans les parents petits MIP, qui ont eu quand même des sacrées histoires, hein, avoir des bébés qui ont 800 grammes, 900 grammes, l'angoisse de mort, et je vous en passe, c'est des meilleurs, ça donne quand même une surcharge anxieuse. Voilà, on a beaucoup d'attachements résistants ou anxieux avec des parents qui n'arrivent pas à lâcher leur gamin, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Et surtout, l'enfant, ce sont des parents qui peuvent être à certains moments bien et à d'autres moments pas bien. Et du coup, l'enfant maximalise son besoin d'attachement avec ce qu'on peut supposer qu'il essaye d'avoir toujours le maximum. On a ça aussi beaucoup, ce type d'attachement chez les mamans état-limite, qui peuvent être à certains moments synthones, et puis à d'autres moments, elles sont complètement en vrac, et l'enfant ne sait jamais sur quel pied danser et dans quel état il va retrouver
sa mère. Cela, c'est souvent plus des mères, dans ces cas-là, le soir. Donc, ce sont des enfants qui ont une protestation intense à la séparation et qui ont également des colères aux retrouvailles. Et quand on dit protestation intense à la séparation, on met du temps à les calmer dans les structures. Donc, vous voyez, ce sont des signes simples qu'on devrait quand même tous repérer. L'attachement désorganisé, il est vraiment très grave parce que l'enfant, en fait, est soumis à la peur. Et ça, psychiquement, c'est une catastrophe. Non seulement il ne protège pas, mais il suscite de la peur. Voilà. Et donc là, ce sont souvent, dans le meilleur des cas, c'est un bébé en retrait et c'est repéré, sans possibilité d'exploration. Malheureusement, souvent, ils sont agités, avec pas de possibilité d'exploration, mais dans ces cas-là, les clignotants ne s'allument pas. Ce sont des enfants qui ont des problèmes attentionnels, comportementaux, intolérance à la frustration, et qui ont souvent des stéréotypies, mais je dois dire, je l'ai noté parce que c'est vrai, mais qui sont assez atypiques et peu lisibles pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude. Voilà. Donc c'est une urgence clinique. Alors, quels sont les liens entre la qualité de l'attachement et le développement de l'enfant ? Alors d'abord, un attachement sécure, ça favorise la constitution de l'intelligence. Pour faire des expériences, explorer, l'enfant doit avoir une base de sécurité. On oublie toujours ça. C'est-à-dire que pour se construire sa pensée, sa psychique, son cognitif, il faut pouvoir explorer. Et puis, ça permet aussi la constitution d'une personnalité harmonieuse en termes de gestion des émotions, d'ajustement social, d'empathie, etc. L'attachement insécure, en 1, ça limite les potentialités de l'enfant. C'est un enfant qui manque de confiance, qui a des difficultés à gérer les conflits, qui a une limitation dans les capacités d'apprentissage, et ça favorise à terme l'émergence de troubles psychologiques, voire psychiatriques, vu les chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Alors, ce qui est petit sourire, pour l'attachement sécure, l'enfant a souvent une figure d'attachement principale et il peut avoir jusqu'à 4 ou 5 figures d'attachement. Donc il y a les figures d'attachement principale, figure d'attachement secondaire, et l'enfant n'a qu'une figure d'attachement principale. Désolé, sur les couples, c'est papa ou maman, mais c'est pas papa et maman. Voilà. Et en fonction de si la figure d'attachement principale est papa ou maman, c'est pas la même chose qui va être favorisée chez l'enfant. Si c'est papa, ça va être beaucoup plus l'exploration, la qualité de la socialisation et l'être avec les autres. Si c'est maman, c'est l'expression des sentiments et la parole. Et les études sont très très nettes, c'est absolument... Voilà. Et pour les couples homosexuels, ces fonctions, effectivement, si ce sont des hommes, c'est le schéma homme, si ce sont des femmes, c'est le schéma femme. Voilà. Facteurs en jeu dans le développement des types d'attachement. Alors bien sûr, on a parlé avant tout des interactions parents au sens large, ça peut être substitut parental et enfant, mais aussi, il ne faut pas oublier les facteurs tempéramentaux avec des enfants difficiles. Je pense aux grands prématurés, ça donne des enfants hyper réactifs aux situations de stress. C'est-à-dire que quand on voit un attachement insécure, on ne peut pas se dire à coup sûr « Ah, les mauvais parents ». Non, il y a une rencontre qui n'a pas eu lieu, et donc à nous de favoriser cette rencontre. Et si les choses ne sont pas possibles, on verra. Mais je veux dire, au démarrage, c'est une histoire d'ajustement de l'un à l'autre. Et il y a des gamins, je vous assure, c'est difficile de s'ajuster. Voilà. Les facteurs génétiques, mais qui actuellement dans les études ne sont pas impliqués sur les attachements insécures, mais qui seraient impliqués sur les attachements désorganisés, et les modalités de garde. Voilà, nous y voyons. Alors, la multiplication des modes de garde durant les premières années, c'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire, les parents, même milieu favorisé, on part à 8 heures, on revient à 20 heures, et puis en plus de ça, on n'est pas très content de la nounou, alors on change et on rechange. Voilà. Et l'environnement non suffisamment sécure, avec une absence de base de sécurité, des temps de garde trop longs. Je vais y revenir parce que les études à ce sujet sont édifiantes. Un enfant est plus en sécurité au domicile parental, même en modalité de garde, qu'en modalité de garde extra-familiale.
Voilà. Et au-delà de 8 heures par jour d'extra-familial, on considère que c'est un facteur prédisposant à l'attachement insécure. Donc les gardes qui nous mettent du 8h à 20h, oui, voilà. Hein. Alors je sais qu'il y a des mamans qui doivent travailler, des papas, et loin, mais il y en a, ils pourraient faire autrement, parce que ces modes de garde, ce n'est pas uniquement des gens défavorisés, ce n'est pas vrai. C'est aussi des fois des choix de couple, et peut-être que quand on a un enfant, il faut que l'un des deux, quand on le peut, puisse se libérer au moins pendant 1 an ou 18 mois, un peu plus pour ne pas mettre des horaires de garde invraisemblables aux gamins. Et pour les autres, politiquement, il y a peut-être des aides à faire pour qu'il y ait des aides à domicile qui récupèrent les enfants à 4-5 heures et les amènent à domicile. Voilà. Comment limiter les problématiques d'attachement? Quand on a toutes ces études et qu'on voit la catastrophe que ça fait après, c'est pas pour rien que, si vous voulez, l'ensemble des pédopsies de Haute-Garonne, on est en train de se mobiliser sur cette question et on essaye de... Donc on a vu les juges, la PMI, on a beaucoup plus de mal à... On n'a pas eu l'autorisation pour l'instant de voir les responsables de l'ASE. Les courriers sont partis, mais pour l'instant, voilà, ils sont en réorganisation. 2 minutes, ben ça tombe très bien. Alors, comment limiter les problématiques d'attachement? Donc, les très jeunes enfants n'ont pas encore une modalité d'attachement constituée. Donc, nécessité impérieuse dans les lieux de garde de limiter le nombre de personnes s'occupant des plus jeunes. Voilà, moins de 1 an et au mieux jusqu'à 2 ans. Oui, il faut des référents dans les crèches. Oui, on ne peut pas mettre des crèches pour tout petits où il y en a qui arrivent le matin et d'autres l'après-midi. Ça ne fonctionne pas avec les très jeunes enfants. Et bien sûr, faire vivre les parents dans la journée, mais ça, généralement, les modalités de garde le savent. Donc, le facteur de fragilisation, je vous l'ai dit, c'est le temps de garde hors domicile familial. Il me semble que collectivement, sociétalement, nous devons porter une attention particulière aux enfants fragiles ou aux parents fragiles pour soutenir la constitution de liens d'attachement sécures. Donc pour le coup, les référents, je pense que c'est indispensable pour tous avant 1 an, mais pour tous les enfants insécures, eh ben on va y aller jusqu'à 3 ans. Hein, voilà. Attention à apporter à l'institution un climat sécure et repérant, donc des rituels, des emplois du temps identiques. Limiter l'autosuffisance. Non, non, c'est pas l'autonomie, l'autosuffisance. Un enfant petit ne peut pas être autonome. Et non, un enfant petit, il a besoin d'un adulte. Et donc un enfant petit, 18 mois, qui est autonome, c'est un enfant qui est autosuffisant. Et l'autosuffisance, c'est pas bon du tout. Hein? Ne pas limiter la réconfort et la bienveillance, ils auront bien le temps d'apprendre les aléas de la vie. Hein, tant qu'on peut les câliner, les coucouner et leur offrir des havres de sécurité. Favoriser la possibilité de modes de garde adaptés, même si les parents ne travaillent pas. Voilà. Donc, les fonctions des assistantes maternelles et crèches, et assurer les soins primaires, bien sûr. Favoriser la constitution d'une base de sécurité et nourrir le développement et les apprentissages de l'enfant. Donc, rôle essentiel pour le tout venant des crèches assistantes maternelles dans la prévention d'attachement insécure. Alors l'ASE maintenant, juste un petit mot sur l'ASE, pour dire qu'actuellement nous on est un peu effarés, que c'est quand même, j'ai l'impression vraiment le sentiment que ces problématiques d'attachement ne sont pas bien connues. Donc nécessité d'une formation grave et lourde. Et je voudrais simplement, je m'en arrêterai là, vous dire l'histoire des 2 derniers petits enfants que nous avons dû accueillir en grande urgence à l'hôpital de jour des Bourdettes. Le premier est un enfant qui est né un tout petit peu avant terme, mais d'une maman toxico qui était dans la rue, syndrome de sevrage. Donc il est retiré d'emblée à la naissance. Il part à la pouponnière pendant 4-5 mois et il est placé en famille d'accueil. Cette famille d'accueil avait, quand il est arrivé, déjà un autre enfant qui avait 1 an et demi à eux. Quand ce petit garçon a 3 ans et demi, petit garçon qui ne voit pas sa famille, hein. Voilà, parce que c'est vraiment une famille très descendante, même en visite médiatisée. Donc vous voyez, on est... Voilà. Mais cet enfant, on le suivait déjà, pas nous. Hein. Nous, on est... Un de nos CMP petit enfant se suivait, parce qu'en raison de son syndrome de sevrage et 6 mois de pouponnière, il a de toute façon une problématique d'attachement à minima,
avec un attachement plutôt insécure, ce petit bonhomme, et puis il a un peu des troubles neurodéveloppementaux. Mais l'un dans l'autre, il va pas mal, sa petite section se passe pas si mal. Fin de petite section, ah mon Dieu, madame est en arrêt maternité. Oui, cet enfant qui ne connaît que ça, on cherche donc une famille d'accueil relais, puisqu'il ne va pas rester dans sa famille quand même. Elle a le droit de s'arrêter, cette assistante. Et donc un petit garçon de 3 ans et demi, il la connaît. Le samedi, il va passer 2 heures quand même, avant d'y aller le mardi. Et le mardi, pendant 3 mois et demi, il est mis dans cette famille d'accueil relais. Tous les jours à l'école, il rencontre sa famille d'accueil. Numéro 1, qui vient chercher sa fille aînée, puisqu'il est resté sur la même école. Il rentre, il agresse le bébé, il va très mal, on nous l'adresse et on nous dit la famille d'accueil est en train de craquer. Oui. Voilà. Je vous laisse juge de ce qu'on aurait pu faire, mais je pense qu'on aurait prévu les choses, soutenu la famille d'accueil, mettre un agrément transitoire au mari de la famille d'accueil, ou faire quelque chose, mais surtout pas ça. Est-ce que nous, nos enfants, à 4 ans, on les arracherait 4 mois parce qu'on va accoucher? Bon. Deuxième exemple. Autre exemple, petite, 4 ans. Je vous assure que c'est que des histoires vraies. C'est un petit bonhomme de 4 ans, on en est au 12e lieu de placement. 12e lieu de placement. Alors, il n'a pas eu de chance, mais il n'y a pas que... Voilà. Alors, quand je vois l'ASE, ils me disent « Non, 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 c'est pas vrai, Mme Carpentier, il a 5 familles d'accueil. » C'est vrai, il a eu 5 familles d'accueil, mais entre les familles d'accueil, il a eu grand prémat, toxico, syndrome de sevrage, maltraitance dès le service de néonat. Il est tabassé par sa mère en service de néonat. Il est mis à la pouponnière. À la pouponnière, il reste 6 mois. Donc déjà là, on avait toutes les conditions pour sa mère... Chance, on avait peut-être une chance d'avoir un délaissement, n'a pas donné signe de vie. Il a fallu qu'on aille la susciter. On a été la chercher. Ah, mon Dieu, il avait une chance d'être délaissé, ce pauvre petit. Donc, première famille d'accueil. Je raconte, je vous assure, ça me met dans une rage, vous le voyez, parce que c'est des enfants qui sont détruits. Et donc, je voudrais quand même que tout le monde en ait conscience ici. Première famille d'accueil qui sont de qualité. On a de la chance, pas de chance. Là, c'est vrai, cette femme développe un cancer. Là, je peux comprendre qu'on change de famille d'accueil. Donc, en urgence, il est sorti. Première famille d'accueil transitoire. Famille d'accueil relais. Deuxième famille d'accueil, donc on en est déjà au 7e placement. Visite médiatisée. La mère agresse la famille d'accueil. Mais très fortement. Elle a agressé 3 familles d'accueil. La dernière famille d'accueil, ça a été une course-poursuite sur l'autoroute. Et l'enfant, dès qu'il est dans mon bureau, me dit... Maman, elle fait des bêtises. Elle est sur l'autoroute derrière la voiture. Le traumatisme, on continue les visites médiatisées. Quand même, le droit des enfants, c'est quand même sacré. Donc cet enfant a une famille d'accueil. Au bout d'un moment, la famille d'accueil ne supporte pas tout ça. Et il est retiré. Et c'est vrai que, 3e famille d'accueil, c'est lui qui met à mal tout le monde. Je dois dire qu'effectivement, dès qu'on ne s'occupe plus de lui, il fait n'importe quoi, ce gamin. Donc, il se retrouve au CDEF sur une Xème famille d'accueil cet été, à Pâques. Et là, je me dis, parce qu'on est interpellé par PTIMIP, c'est le médecin de PTIMIP qui me dit, là, cet enfant, il n'a pas de soins, vous le prenez, il est hors secteur, mais vous le prenez, là, il faut faire quelque chose. Donc, on le prend. Et pour l'été, 4 ans, il n'avait pas 4 ans, il a 8 lieux différents. Et on me dit, ça va être tranquille, comme ça, chacun pourra tenir avec lui. Mais voilà. Et il a fallu qu'on dise, écoutez, maintenant on le prend et vous arrêtez tout. Et vous arrêtez les visites médiatisées. Vous faites au moins une délégation d'autorité parentale pour le soin sur l'ASE, où nous aussi on arrête. Voilà. Si vous voulez, quand on voit ce type de situation, on se dit qui réfléchit à l'avenir de ses enfants et à leurs problématiques d'attachement. Merci de votre attention.